On a tous déjà fait face à un problème professionnel qui semblait complètement insurmontable, non? Eh bien, aujourd'hui, on décrypte une méthode absolument redoutable pour pulvériser ces blocages. Les 6 étapes du co-développement. C'est pas juste une énième réunion informelle, hein, c'est un cadre ultra structuré d'apprentissage entre pairs. Au lieu de rester seul à galérer, on mobilise carrément l'intelligence collective d'un groupe. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. Au programme de notre analyse, on va d'abord définir le concept, voir comment bien se préparer, puis passer à la collecte d'infos. Ensuite, place à l'analyse avec son fameux plan d'action et on terminera par le bilan collectif. On s'y met tout de suite? Première grande partie, le concept du co-développement. Qu'est-ce que c'est exactement et comment comprendre ce cadre? Pour faire simple, c'est un processus collaboratif avec un casting très précis. D'un côté, on a une personne narratrice qui amène une vraie situation vécue sur la table. De l'autre, des personnes consultantes qui vont poser des questions de clarification, puis analyser tout ça. Ce qui est absolument génial ici, c'est qu'on transforme la galère d'une seule personne en une véritable pépite d'apprentissage pour tout le monde. Le problème d'un seul devient le moteur de tout le groupe. Et concrètement, ça démarre par une phase de découverte en 3 temps. L'étape 0, c'est la préparation. L'étape 1, l'exposé de la situation. Et la 2, la fameuse collecte d'informations. Ces premiers jalons, c'est vraiment la fondation de tout l'édifice. Tout repose sur une écoute ultra disciplinée. On rassemble les faits, un point c'est tout, et on évite à tout prix de sauter trop vite aux conclusions. Ce qui nous amène à notre deuxième partie, la préparation et la situation initiale. Bref, mettre en place les véritables conditions du succès. L'étape 0, donc, c'est un peu l'avant-match. La personne narratrice ne peut carrément pas arriver les mains dans les poches. Elle doit rassembler tout son contenu bien à l'avance pour que la rencontre soit un minimum efficace et reste super ciblée. Prenons un cas concret. Imaginons une enseignante en coiffure. Avant même le début de sa session, elle va rassembler des exemples de plans de cours, dénicher des évaluations réelles d'élèves et même ramener des photos de sa classe en pleine action. C'est littéralement amener la réalité du terrain sur la table. Le problème n'est plus abstrait, il est hyper documenté. Et là, bim, étape 1, l'exposé. La narratrice raconte son histoire, son projet ou son problème. Mais attention, il y a une règle d'or ici, et elle est cruciale. Les personnes consultantes se taisent. Silence absolu. Pas la moindre interruption. Ça crée un vrai filet de sécurité psychologique pour que la personne puisse parler sans aucun filtre. Imaginons maintenant un enseignant novice en mécanique automobile. Il prend la parole et explique qu'il a du mal à gérer le comportement de certains élèves pendant les ateliers pratiques. C'est le chaos, surtout quand il faut superviser 3 tâches en même temps. Et pendant qu'il vide son sac, tout le monde écoute, sans broncher. Troisième partie, collecte d'informations et attente. C'est le grand moment de passer à l'investigation active. Nous voilà à l'étape 2. Fini le silence, les consultants entrent en piste et passent en mode détective. Ils vont poser des questions à la chaîne pour vraiment décortiquer la situation. Mais attention, on cherche toujours pas à donner des conseils ou des solutions, on veut juste remplacer les suppositions par des faits bruts. Et le niveau de détail est assez bluffant. Au lieu d'un vague « pourquoi ça bloque ?», on va demander « il y a combien d'élèves exactement dans l'atelier ? Est-ce que les règles de sécurité sont bien affichées au mur ? Comment les équipes sont formées ? Ou encore, c'est quoi le comportement qui revient le plus souvent ?» C'est vraiment de l'investigation pure et dure. Après ce vrai tir de barrage de questions, on passe à l'étape 3. La personne narratrice reprend la main. Elle synthétise tout ce qui vient de se dire et clarifie super précisément ce qu'elle attend du groupe. Parce que oui, le simple fait d'avoir été mitraillé de questions, ça aide souvent à recadrer le fond du problème. Il suffit d'écouter cette citation d'un enseignant novice en soudage qui dit « Je souhaite obtenir des pistes concrètes pour maintenir l'attention des élèves pendant les démonstrations techniques et réduire les interruptions. » Bam ! C'est hyper précis. On partait d'un vague sentiment de débordement et on arrive à une commande totalement sur mesure. On attaque la 4e partie, analyse et plan d'action. L'objectif, développer des solutions concrètes et activables. Alors là, il faut bien s'accrocher parce que c'est le coup de génie de la méthode, l'inversion des rôles. À l'étape 1, le narrateur parlait et les consultants écoutaient en silence. Et bien à l'étape 4 de l'analyse, c'est le miroir inverse. Les consultants prennent la parole et le narrateur doit impérativement se taire. C'est vital parce que ça empêche complètement le narrateur de se justifier ou de rejeter en bloc les idées proposées. C'est à ce moment-là que la magie opère. Chacun partage ses idées et ses pistes. L'animateur peut ajouter un peu de théorie. Mais le plus fou, c'est le croisement des profils. Par exemple, une enseignante ultra expérimentée en cuisine va recommander à notre mécanicien auto de diviser ses tâches en courtes séquences avec des rôles assignés. Des astuces de cuisine appliquées à un garage automobile, c'est pas dingue ça ? C'est justement cette diversité qui fait naître les meilleures solutions. Bref,
Cette fameuse phase de résolution nous fait passer de l'analyse à l'étape 5 pour construire le plan d'action, jusqu'à l'étape 6 pour cristalliser les apprentissages. Un vrai cheminement direct vers l'action. L'étape 5, donc, c'est le plan d'action. Le narrateur sort de son silence, résume ce qu'il a compris et adoré comme idée, et s'engage sur des actions futures. Le truc à ne surtout pas oublier, c'est que le narrateur garde une autonomie totale. C'est lui le patron. Il pioche uniquement ce qui a du sens pour son propre contexte. Prenons le plan d'action d'un novice en charpenterie. Après sa session, il prend des décisions radicales. 1. Afficher les règles de sécurité à chaque poste de travail. 2. Créer des équipes complètement fixes. Et 3. Raccourcir ses démonstrations pratiques. C'est net, sans bavure, et c'est surtout applicable dès le lendemain matin à la première heure. Ce qui nous amène à notre 5e et dernière grande partie, le bilan d'apprentissage collectif, ou comment créer un véritable effet d'entraînement des connaissances partagées. L'étape 6. Qu'avons-nous appris? C'est sans aucun doute la phase la plus impactante. D'un coup, l'attention n'est plus braquée sur la personne qui avait le problème, on dézoome sur l'ensemble du groupe. Chacun partage ce qu'il retient, ses éventuels désaccords et comment il va l'appliquer chez lui. C'est la preuve absolue que tout le monde, sans exception, sort gagnant de cette méthode. Et l'effet domino est juste spectaculaire. En écoutant les galères d'un prof de mécanique, une prof de secrétariat réalise d'un coup qu'elle manque cruellement de mise en situation réelle pour ses élèves. Un prof de plomberie, de son côté, se dit qu'il doit absolument verrouiller ses routines dès la rentrée. Il récupère des idées en or, totalement transférables, alors qu'ils viennent de mondes qui n'ont rien à voir. Et tout ça nous laisse sur une réflexion assez fascinante. Si un changement aussi simple que de structurer qui parle et qui écoute peut dénouer des problèmes super complexes dans des métiers aussi variés, il y a vraiment de quoi se demander quel serait l'impact de ce cadre exact s'il était déployé à grande échelle dans nos organisations modernes, non? C'est littéralement un outil de transformation massive pour le développement professionnel. On se quitte là-dessus. Merci beaucoup d'avoir suivi cette analyse et à très vite pour un prochain décryptage